Mesdames, Messieurs, bonsoir. 17e numéro de la nouvelle saison de votre émission Club Média 7. Pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité, je reçois ce soir Julien Kéti, chroniqueur politique. Julien Kéti, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Modeste Dompégan de la Radio Nationale devrait être avec nous. Il va nous rejoindre sûrement en cours d'émission. Voilà. Avant la discussion en plateau, voici la revue de presse hebdomadaire que nous propose Marcel Arrossi. Union progressiste, Djogbenou effectivement à la tête après Amoussou et les commentaires continuent. C'est l'histoire d'un Dauphinat qui est en marche. Plutôt, une interrogation du quotidien Info Matin qui se demande aussi si tout ceci ayant été fait avec l'aval de Patrice Talon n'est pas une carte majeure abattue sur le chemin de sa succession. Si la question peut paraître prématurée, les manœuvres politiques de cette mi-juillet 2022 laissent entrevoir à Gaskiani Info un début de positionnement du ou des remplaçants probables du chef de l'État. Parmi les plus en vue, Joseph Djogbenou est depuis peu le plus pointé. Pour Gaskiani Info, au-delà de toute considération, Djogbenou est l'un des plus fidèles proches du président Talon, dont il est l'avocat personnel. De ce fait, il serait le seul à même de protéger les intérêts de ce dernier s'il devenait président de la République. Alors que pour Vif d'Afrique, il s'agit d'un fait politique qui donne raison à bien des observateurs qui croient que ce retour en politique de Joseph Djogbenou ne vise qu'un seul objectif, celui du perchoir de l'Assemblée nationale. Mais des questionnements persistent chez Fraternité quant à la gestion du parti, le choix de Joseph Djogbenou, surtout dans les conditions où il a été parachuté pour présider aux destinées du parti à quelques mois des législatives du 8 janvier 2023, donne matière à réflexion selon le quotidien. Sera-t-il cantonné à un rôle purement administratif? Quid des positionnements sur les listes de candidatures au cours des semaines à venir? Pourra-t-il gérer ce chantier au mieux sans créer des remous et s'attirer l'inimitié des caciques du parti qui ont gardé la maison en son absence? Son manque d'expérience en la matière ne va-t-il pas fragiliser le parti? Autant de questions que se pose Fraternité, et l'événement précis peut compléter en ces termes. Djogbenou, un destin tracé ou un forcing politique? Pendant ce temps, la Nouvelle Tribune qui qualifie de brutale l'arrivée du professeur à la tête du plus grand parti politique actuel s'intéresse plutôt à la retraite de Bruno Amoussou qui paraît, selon le journal, un élément interpellateur. Choisir un tel départ du parti qu'il s'est battu pour construire est à la fois surprenant et un peu déshonorant selon la Nouvelle Tribune. Mais derrière Amoussou, Idi et Nago déposent aussi leur tablier au niveau départemental. Depuis le week-end dernier, à l'Union progressiste, les lignes ont bougé. Et beaucoup, les jeunes, désormais au charbon, apprécient Fraternité. Ils ont fait l'option de profiter du privilège de leurs vieux jours, loin des tourments et agitations du landerneau politique, observe le journal. Il appartient aux jeunes qui vivent actuellement cette réalité de savoir saisir leur chance en faisant mieux que leurs illustres prédécesseurs, recommande Fraternité. Législative 2023, les candidats fixés sur les conditions pour y postuler. Les pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections des membres de l'Assemblée nationale 9e législature sont indiquées par la Sénat. Décision entièrement publiée par l'ensemble des médias. Entre autres, 1 500 000 francs CFA, c'est ce que chacun des candidats titulaires doit payer comme caution selon le document publié par Info Matin. Les choses sérieuses démarrent selon Fraternité. Si nombre de partis ont espéré des amendements de la loi électorale, notamment en ce qui concerne les 10% des suffrages à réunir avant d'avoir des sièges, ils savent désormais que sauf rebondissement extraordinaire, il n'en serait rien. Cet équivoque levé, il était de bon ton de passer aux choses sérieuses. À l'évidence, rien n'a véritablement changé par rapport aux législatives de 2019, poursuit Fraternité, qui rappelle aussi que désormais, il faudra réunir 85 dossiers. Pas parti. Université d'Abom et Calavi, les activités paramilitaires des étudiants désormais interdites. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, désapprouve l'organisation par les associations estudiantines des camps d'entraînement paramilitaires dans le but de former des étudiants soldats qui se livrent à des sévices graves sur leurs camarades et les usagers du campus.
Il l'a fait savoir à travers un communiqué en date du jeudi 21 juillet 2022. Dans le document, l'autorité invite instamment les fêtières des organisations estudiantines à mettre fin le plus rapidement possible en leur sein à l'existence de ces groupes. Coopération bilatérale. Joe Biden annonce un sommet États-Unis-Afrique. Le président américain a annoncé la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de pays africains au mois de décembre à Washington afin de s'entretenir de défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Information rapportée par Le Matinal. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Dabarou, renouvellement de la classe politique béninoise. L'heure de la jeunesse a sonné. Le Soleil Bénin Info. Retraite politique après Amoussou, Zizilohwe, Nago et Idi, plusieurs autres vieux briscards en sursis. La Croix du Bénin, Maître Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste, deux gros défis à relever. Matin libre, bureau politique de l'UP, la thèse d'une retraite consentie ne convainc pas. Qui va rompre le silence en premier? L'événement précis, renouvellement des instances du comité exécutif de la FBF, zéro concurrent de Chacus et son bureau bientôt reconduit. La nation, élection à la Chambre des métiers de l'artisanat, la campagne bat son plein sur le terrain. Gaskiani Info, duel politique, qui de Diogbenou et Houndété remportera? Le Télégramme, forces armées béninoises, 54 candidats au recrutement militaire invités à la visite médicale. Les marines béninoises et françaises se renforcent. Vif d'Afrique, Mali contre ONU, Olivier Salgado, chassé comme un malpropre par la junte. Les principaux sujets évoqués dans la revue de presse de Marcel Arrossi vont alimenter nos discussions. Ça va être dans la deuxième rubrique de l'émission, 7 jours au Bénin. Julien Kitty, vous avez suivi l'actualité au cours de la semaine écoulée. Vous avez suivi également la revue de presse de Marcel Arrossi. Alors, en ce qui concerne les législatives de janvier 2023, les pièces fournies par les partis politiques qui veulent candidater sont désormais connues. La liste a été rendue publique par la Commission électorale nationale autonome. Absolument, c'était une étape importante que devrait aider à régler donc la Commission électorale nationale autonome, et les conseillers électoraux ont bien fait très tôt donc de faire connaître ces listes-là. On pourrait se dire que c'est des choses qui étaient connues d'avance. Mais vous avez vu, quand c'est sorti, il a suffi que des citoyens béninois voient trace du quitus fiscal dedans pour que ça suscite beaucoup de débats, parce que par le passé, entre quitus fiscal et puis certificat de conformité, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu leur rêve de devenir député, ne serait-ce que de candidater, qui ont volé en éclats. Mais je pense que l'administration du Trésor public aussi a évolué dans la digitalisation de tout ce qui se fait, et puis les règles sont suffisamment connues. Et quand pour des partis politiques, aussi bien pour les potentiels candidats eux-mêmes, connaître très tôt ces pièces à fournir, c'est très important. Surtout qu'il y a beaucoup de pièces qui, dans leur forme et dans la procédure pour les avoir, ont changé. Vous avez la carte d'identité aujourd'hui, c'est plus la même chose, ce n'est plus l'ancienne. Il faut avoir la carte d'identité biométrique. Ça veut dire que quelqu'un qui traînait peut-être à réaliser cette carte, c'est important pour lui de le faire très rapidement. Et puis, il y a deux catégories de pièces à fournir. Il y a les pièces à fournir par la formation politique. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dedans, c'est qu'on demande à ce que et ça c'était, je crois, c'est le troisième point des pièces à fournir par le parti politique, c'est une fiche récapitulative des positionnements de tous les candidats de cette formation politique et par circonscription électorale. Ça veut dire que les questions de positionnement, on disait avant, non, le parti a décidé, c'est pas le parti, c'est un groupuscule de responsables qui sont allés changer. Donc, la Sénat va pouvoir avoir de chaque parti politique là où
il a choisi de placer tel ou tel candidat. Tout est clarifié et planifié d'avance. Et puis, les montants à payer par le biais du parti politique sont connus. Pour chaque titulaire, il faut 1,5 million. Et puis, le nombre de candidats. Donc, le calcul a été fait. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Tous ceux qui veulent bien ambitionner d'être candidats à l'élection législative savent à quoi s'en tenir. Est-ce que c'est les partis politiques qui déboursent de leur caisse pour payer? Est-ce que c'est les individus qui contribuent? Cela relève de la cuisine interne des chapelles politiques. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et toutes les pièces qui ont été citées, quand je les ai revues, je pense que c'est des choses qu'on peut avoir. Et surtout, la réforme qui a été faite au niveau des certificats ou attestation de résidence aussi. Désormais, c'est pas le maire ou un de ses adjoints que ça peut être signé. Vous saviez, on avait ce problème-là où des gens pouvaient débarquer de n'importe où, se faire établir un syndicat de résidence, et même le syndicat de nationalité a été exigé. Donc, c'est autant de garde-fous. Ça veut dire qu'on va avoir ne serait-ce que des citoyens qui remplissent toutes les conditions pour candidater. Et après, l'électeur aura choisi parmi les meilleurs et selon les offres que les partis politiques auraient faites, parce que au-delà des individus, c'est les partis politiques, puisque c'est une élection, c'est un scrutin de liste. Alors pour ce scrutin législatif qui pointe à l'horizon, le compte à rebours a ainsi commencé. Absolument. Déjà qu'on savait que les mois chagrinaient, nous sommes en juillet, et on sait que tous ceux qui vont penser, qui vont se mettre en tête que l'élection législative c'est pour 2023, je pèse mes mots, seront surpris. Parce que quand on dit 2023, beaucoup oublient que c'est en janvier, donc le premier mois de 2023. Ensuite, en janvier, c'est la toute première semaine de janvier, c'est le 8 janvier. Ça veut dire qu'il faut même considérer que c'est en 2022 que ces élections vont se dérouler, parce qu'il faut avoir déposé ses dossiers, il faut avoir convaincu son parti politique à être choisi, ensuite que tous les dossiers soient déposés, ces dossiers soient validés, et qu'on ait déjà fait la campagne électorale, et qu'on ait à attendre simplement le scrutin du 8 janvier. Et donc, pour moi, c'est le compte à rebours qui a commencé, et c'est sûr que les états-majors des partis politiques qui étaient déjà plus ou moins en ébullition le seront davantage. Si ils étaient à 50 degrés, ça doit aller à 90 degrés, presque au même niveau que l'alcool, parce que c'est une grosse bataille de positionnement qui se fait, parce que dans le cadre de la réforme du système partisan, vous savez, on est allé vers des ensembles plus grands. Ça veut dire que pour la seule place, il y a désormais donc un nombre plus élevé de candidats potentiels à la candidature. À partir de ce moment, ça va être très dur. Peut-être que certains passeront par des primaires, d'autres, tout comme au sein des partis politiques, les critères seront suffisamment rudes aussi, et les meilleurs vont pouvoir s'en sortir. C'est la preuve aussi que l'essor politique, ça ne se construit pas en mode génération spontanée. Il faut se préparer d'avance, de sorte à ce que ce soit votre parti politique, que ce soit tous ceux qui, au niveau des instances, doivent intervenir, doivent juger de votre capacité à être positionné, puissent spontanément trouver que vous êtes le meilleur. Vous évoquiez donc en filigrane la guerre des positionnements. Absolument. Dans les chapelles politiques. Et cette guerre-là, sous nos tropiques, partout dans le monde, c'est très rude et tous les moyens sont bons. Sous nos tropiques, c'est encore plus rude et c'est encore à multidimension. Et je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais je dis, pour être candidat accepté, il faut s'armer. Il faut vraiment s'armer, il faut convaincre, il faut discuter. Il faut parfois... comme il ne faut pas se voiler la face, il faut parfois aussi, dans les partis politiques, avoir des gens, des voix prépondérantes qui vous épaulent, qui puissent dire oui, il est bon pour faire ou pas. Parce qu'on voit souvent au lendemain des positionnements, des grincements de dents et des discours du genre, le meilleur que les militants aiment, c'est tel. Après, les instances dirigeantes ont choisi tel. Vous entendrez forcément, on dira tel a été choisi parce qu'il est le poulain de tel autre. L'essentiel, c'est que choisi par un parrain, ou coopté par un parrain, choisi par les bases, ou
choisi collégialement par les instances dirigeantes des partis politiques, c'est que nous rêvons d'avoir des gens, ne serait-ce qu'à partir des candidats, des gens valeureux, des gens capables de rassasier de choses à dire pour davantage rehausser l'image de notre Parlement. Parce que, et personnellement... c'est une nouvelle dynamique. Voilà. Je pense que le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a voulu appeler de tous ses voeux la réussite de cette réforme du système partisan, sera heureux certainement d'avoir un Parlement plus percutant, d'avoir un Parlement plus prolixe, plus productif en termes de lois permettant d'aller vers le développement durable, et certainement la qualité du débat parlementaire. Il sera certainement heureux de voir que des députés qui sont élus prochainement vont tracter ce débat vers un niveau plus élevé. Et je sens comme une odeur de renouvellement et du rajeunissement de la classe politique parlementaire qui va se faire. Mais là, ça ne reste que des hypothèses, des projections, et on attend de voir ce qui va se révéler au lendemain des positionnements. Et ça, c'est pour très, très vite, parce qu'on est déjà en juillet, quand vous allez rentrer en août-septembre, les 3 derniers mois en tout cas de l'année 2022, ça va être la course contre la montre. Ça va être à la vitesse de la lumière, les tractations et les guerres de positionnement. Julien Kitty, une précision utile, c'est l'absence cette fois-ci du fameux certificat de conformité parmi les pièces citées. Oui, moi je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas le certificat de conformité. Voilà. En son temps, on avait eu chacun son point de vue sur l'avènement de ce fameux certificat, je dois dire même fumeux certificat de conformité, parce que ça avait vraiment brûlé entre les doigts de beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas que ça puisse arriver. J'ai été dans une position où j'ai pu dire également, est-ce que c'était vraiment la meilleure formule? Mais là, ce pourquoi ça ne m'étonne pas aujourd'hui, c'est que les partis politiques existants avant le démarrage du processus de la réforme du système partisan, eh bien, avait un délai pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Effectivement. Et donc, il fallait, pour ce que j'ai compris des explications, même de la décision que la Cour constitutionnelle saisit entre-temps pour pouvoir donc se prononcer sur ces décisions qu'elle a prises elle-même, a pu donner ces explications-là. C'était qu'il fallait que chaque parti qui allait participer aux élections législatives de 2019 puisse en son temps détenir ce certificat-là, comme pour dire « je suis désormais conforme à la nouvelle charte des partis politiques ». Donc, je m'inscris sur la liste des acteurs, donc reconnus comme tels, assermentés pour être dans la nouvelle réforme. Et aujourd'hui, la réforme du système partisan est très avancée. Nous sommes à une autre étape. Donc, le contraire m'aurait surpris qu'on sorte encore certificat de conformité. Conformité à quoi? Tous les partis politiques qui vont déposer des listes pour aller aux élections législatives prochaines existent déjà. Et donc vont pouvoir... et si du simple fait de leur existence, c'est qu'ils se sont déjà conformés à la nouvelle charte des partis politiques, et c'est pourquoi on leur a donné le récépissé, et c'est pourquoi ils sont autorisés à déposer des candidatures, quitte à ce que le Conseil électoral, la CENA, puisse vérifier si les pièces sont à jour, si ceux-là dont les noms sont sur les listes déposées par les partis politiques ne sont pas en conflit avec la loi, parce qu'il y a également le casier judiciaire datant de moins de 3 mois qui se trouve dans les pièces. C'est très important parce qu'il faut qu'on en finisse avec des cas qui se révèlent après, où on voit des gens élus députés et on découvre par des investigations que, bon voilà, ils ont des casseroles, ils ont même des dossiers pendant devant la justice. Dans le souci de moraliser la vie publique, la vie politique, tel que le chef de l'État, d'ailleurs, depuis son discours d'investiture, pour son premier mandat, il avait dit qu'il va réduire les frontières de l'argent dans la politique. Ensuite, il va veiller à ce que la vertu soit un peu invitée en politique. Assainir le milieu politique. Absolument. Alors, le décor est donc planté pour un scrutin pacifique, inclusif et sans heurts. En principe, parce que le premier critère pour que un scrutin soit crédible, pacifique et même inclusif, c'est que les règles soient très claires.
Et donc, la charte des partis politiques, pour ceux qui vont tout au moins se donner la peine républicaine, citoyenne de la lire, ces dispositions sont très claires, on sait à quoi s'en tenir. Les partis politiques savent très bien, par exemple, qu'il faut toujours compter avec la barre des 10% pour qu'on puisse lever des sièges. Alors, pour ne prendre que cet exemple-là. Ensuite, le code électoral est connu. Maintenant, les pièces pour candidater sont connues, c'est très clair. Donc, c'est signé de M. Sakalafia. J'estime que donc, c'est pas un tract. Donc, quiconque a l'ambition d'être candidat à l'élection législative, et tout parti politique qui ambitionne de présenter des candidats sait à quoi s'en tenir. En dehors des règles qui sont très claires, ça veut dire que quand quelqu'un après va enfreindre à ces règles-là ou sera dans l'insuffisance de satisfaction à ces règles-là, il ne sera pas surpris d'être éliminé avant la compétition. Et l'autre facteur après ça, c'est le comportement de chaque candidat, de chaque formation politique. Il faut donc que les formations politiques, dès maintenant, commencent par former leurs militants à l'esprit de paix. Maintenant, quand vous parlez d'élections inclusives, moi j'ai souvent fait la part des choses, j'ai toujours abordé ce concept avec beaucoup de circonspection et recul, parce que il y a que la loi dit c'est les partis politiques et les candidats qui remplissent les conditions qui sont sélectionnés par la Sénat pour y aller. Mais après, dans le débat citoyen, dans l'opinion publique, beaucoup réduisent ce débat, ce concept, à la présence, d'accord, systématique de partis de la mouvance présidentielle, se réclamant de la mouvance présidentielle, et des partis se réclamant de l'opposition au régime. Alors, dans ces conditions, c'est un idéal. Ça veut dire qu'il y aura vraiment confrontation des idées. Mais ce n'est pas une évidence. Mais ce n'est pas que si, par exemple, les gens déposent les dossiers et que le Conseil électoral se rend compte que le Conseil électoral ne regarde pas si un parti est d'opposition de la mouvance avant de contrôler les pièces qui sont dans le dossier. Si on contrôle les pièces qui sont dans le dossier et qu'un parti de la mouvance présidentielle, ça peut arriver, si tous les partis de la mouvance présidentielle tombent dans ce piège où il n'y a pas toutes les pièces qu'il faut et que le délai est passé, c'est que il peut arriver que vous ayez rien que des partis politiques qui se réclament de l'opposition, qui aillent aux élections. Le Conseil électoral ne sera pas autorisé à empêcher ces élections-là de se tenir. Dans ces conditions, on dira, pour ceux qui pensent que c'est forcément la présence des deux partis qui consacre l'inclusivité de ces élections-là, qu'il y a eu élection exclusive. Donc, il faut souhaiter que tous les partis politiques de la mouvance ou de l'opposition travaillent à être déjà totalement en règle. En respect des nouvelles dispositions légales, chaque chapelle politique devra déposer 85 dossiers au titre des candidatures ordinaires et 24 dossiers au titre des candidatures exclusivement féminines. Oui. Sans oublier la liste des suppléants. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est l'autre innovation. Vous savez, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, aux sorties du dialogue politique initié et convoqué par le président Patrice Talon, je crois c'est en octobre 2019, eh bien, les résolutions ont conduit à une modification de la loi fondamentale après, et une disposition au niveau de l'article 26, je crois, permet aujourd'hui à ce que nous ayons une discrimination positive en faveur des femmes. On parle d'égalité, la notion de représentation du peuple par la gente féminine. Eh bien, on sait qu'on aura au moins 24 députés femmes. Dans chaque circonscription électorale, ce mode de fonctionnement imposé par la nouvelle constitution, en tout cas la constitution modifiée, permettra que nous ayons au moins une femme élue députée dans chaque circonscription électorale. Mais moi, je suis de ceux qui pensent presque à 100% qu'on aura plus de 24 députés femmes. Parce que les partis politiques, et ça ils le disent dans leur discours, tous les partis politiques sont censés travailler à un positionnement assez correct, assez valorisant de la gente féminine. Et vous savez, chacun sait dans chaque circonscription électorale à peu près là où ça peut se limiter, ses ambitions. Si vous avez 5 sièges quelque part, vous savez très bien que vous pouvez en avoir, peut-être vous savez que vous pouvez décrocher 2 sièges ou 3 ou plus. Si c'est le cas, vous savez très bien que si vous positionnez la femme
en dehors de celle qui doit être positionnée sur la liste de la liste féminine, eh bien, si vous positionnez d'autres femmes en cinquième position, vous les auriez positionnées, mais vous ne leur donnez pas beaucoup de chances d'être élus. Et aujourd'hui, vous savez, j'apprends dans les coulisses que il y a beaucoup de chapelles politiques qui veulent vraiment avoir la promotion féminine en politique, la promotion de la femme en politique, même comme un thème de campagne. Et c'est heureux de le savoir. Et ensuite, vous avez les responsables de l'Institut national de la femme, notamment sa présidente, l'honorable Claudine Afiari-Prudencio, qui n'hésite pas à chaque instant, c'est d'ailleurs dans son portefeuille et dans ses prérogatives de faire la promotion de la femme dans le domaine politique, économique, social, juridique et tout le reste. Donc, elle avait annoncé d'ailleurs des tours d'audience à la Sénat et à l'Assemblée nationale qu'elle ferait un plaidoyer en direction des partis politiques pour que les partis politiques positionnent beaucoup de femmes. Et Dieu seul sait qu'au Bénin aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de femmes qui ont aussi bien le niveau, l'expérience politique, la carrure pour être valablement des députés qui feraient une bonne législature, la 9e à venir. Politique toujours, intéressons-nous à présent à l'Union progressiste. Un vent de rajeunissement souffle à la tête du parti. Très récemment, Joseph Djogbenou a succédé au patriarche Bruno Amoussou, Idi Kolaolé, Mathurin Kofi Nago, et puis Abraham Zizinokwe passe désormais le relais. Ben oui, je crois qu'on est dans l'absolu obligé d'inscrire cela au registre du vent de rajeunissement ou de renouvellement de la classe politique. Mais après, on peut avoir à redire sur la manière dont c'est fait. Mais moi, je suis quelqu'un de très légaliste. Chaque pas ou chaque acte qu'un acteur de la scène publique ou politique pose, la première vérification que je fais, c'est de savoir est-ce que ça respecte les tests du groupe. J'ai observé que même dans la lettre que la directrice de l'administration de l'Union progressiste, Madame Christelle Nonoubo, a adressé au ministre de l'Intérieur pour donc notifier à ce dernier ces changements intervenus au niveau des instances dirigeantes du parti et que c'est conformément à le test, au test du parti. Et généralement, on observe dans les partis politiques, les associations aussi, des dispositions qui sont prévues dans le test qui permettent aux instances dirigeantes, entre deux congrès, de procéder à des changements quand c'est nécessaire, et même des changements de responsables à des postes donnés, quitte à ce que, quand ils font un autre congrès, ils puissent l'entériner. Je ne sais pas précisément ce que disent les dispositions des tests de l'Union progressiste, mais j'observe que, les responsables indiqués, la directrice de l'administration par exemple, a pu citer des dispositions pour dire, voilà, c'est conformément à nos tests. Ceux qui sont intervenus, qui sont de hauts responsables du parti aussi, au détour de leur conclave qui a vu le patriarche Bruno Amoussou, comme ils aiment bien l'appeler, partir, et les autres aussi, ils ont pu dire c'est conformément à leur test. J'ai observé aussi qu'il n'y a pas eu des voix de l'Union progressiste qui sont montées au créneau pour dire que ça ne respecte pas les tests. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à là où je vous parle, j'estime que ça respecte le test. À partir de ce moment, on peut maintenant parler de la légitimité, de ce qu'on aurait souhaité que ce soit dans l'opinion, du point de vue de l'action politique, à quelques mois d'une élection législative, où tout acte qu'un groupe politique doit poser devrait contribuer donc à renforcer la cohésion de la formation politique, à faire de la mobilisation politique, donc à accrocher d'autres personnes à aller vers cette formation politique. Vu que les responsables de l'Union progressiste ont beaucoup parlé de la retraite politique de Bruno Amoussou, de Idi Kolaolé, de Mathurin Nago et de Abraham Zizinokwe, j'ai estimé que peut-être qu'ils auraient pu, peut-être qu'ils le prévoient, je ne sais pas, peut-être qu'ils auraient pu organiser ça avec un peu plus de prestance, avec un peu plus de quoi, est-ce que je vais parler d'honorabilité, de punch, pour que ces dinosaures-là, qu'ils célèbrent eux-mêmes, comme étant des gens qui ont tout donné. Alors, si c'était que simplement ils quittaient la tête, parce que vous n'êtes pas obligé, c'est pas
seulement à votre retraite que vous pouvez quitter. Justement, est-ce la fin du règne de ces patriarches ou seront-ils dans l'ombre pour jouer un rôle de conseiller ou c'est carrément la retraite? Non, je pense que je vais m'en tenir aux mots utilisés par les responsables, les acteurs majeurs de l'Union progressiste eux-mêmes. J'ai entendu l'honorable Orden Aladati dire sur vos plateaux ici, par exemple, que le patriarche Bruno Amoussou, il a beaucoup donné dans sa carrière politique. Et depuis 4 ans que l'Union progressiste est là, on l'a pressuré, on l'a contraint à vraiment travailler, à se mettre au service du parti presque en permanence. Il a cité les autres aussi, qu'il a célébré comme étant quand même des icônes de leur formation politique et qu'ils ont estimé que maintenant, il faut lui permettre de se reposer, il faut lui permettre de prendre sa retraite politique. Mais à la question de savoir également, est-ce que cela rompt les amarres avec l'Union progressiste, il a dit qu'il n'en est pas question et qu'ils ont fabriqué l'Union progressiste. Et donc, s'il n'est pas question qui puissent s'en éloigner, mais qu'ils seront au repos. Mais certainement, le rôle de conseiller, j'observe que ils vont le jouer de façon tacite, parce qu'il y a une frange de l'opinion, c'était analystes qui étaient en train d'émettre l'hypothèse qu'on prenne par exemple Bruno Amoussou comme président d'honneur de l'Union progressiste. Et je n'ai pas entendu ça formellement des responsables de l'Union progressiste. Ça veut dire que M. Bruno Amoussou, M. Nago, Dikola Olé et Zinokwe restent, jusqu'à preuve du contraire, des militants de l'Union progressiste. Certes, pas des militants comme tout autre. Ils ont été hauts responsables, ils ont un certain âge, ils sont plus dans l'activisme politique, mais ils vont être consultés. Donc c'est le schéma qui se présente aujourd'hui. Maintenant, on peut s'attendre à ce que peut-être prochainement, on puisse observer, on va être très regardant pour voir. Ces gens-là, ils ont beau avoir un certain âge, ils ont encore leur rôle à jouer lorsqu'il est question de faire de la campagne. Vous savez, Bruno Amoussou, il est très connu pour ses figures de style qui lui ses sont anecdotes, propres, ses blagues. Et puis, lorsqu'il se met à chanter, c'est encore la totale. Je ne pense pas qu'il ait perdu l'énergie pour faire ça. Je pense que dans son Koufo natal, il n'a pas perdu toute voix, toute notoriété pour qu'il soit nécessaire. Quand même qu'il aille dire « Oui, je suis toujours avec l'Union progressiste pour que le parti gagne ». Idem pour Mathieu Nago, dans Bopa et région. Idem pour Zinokwe, là où il est influent. Pourquoi pas à Boumé, peut-être dans l'Atlantique. Et puis, Idi Kola Olé, dans le plateau. Mais c'est quand on ne les aurait pas vus dans cet accompagnement réel, actif, qu'on se poserait des questions pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment contents de devoir partir. Je ne voudrais pas me mettre dans les supputations de quelques médias qui veulent les présenter comme des gens qui ont été débarqués, comme des gens qui ont été forcés à partir, comme des gens qui sont frustrés. Ils sont des gens suffisamment responsables. Et s'ils ils étaient frustrés, je pense qu'ils vont pouvoir le dire. Et j'observe simplement qu'ils parlent très peu. Et c'est ceux qui les ont remplacés qui parlent plus. C'est peut-être une option stratégique. C'est le comportement de la sagesse. C'est peut-être ça. Julien Kiti, je vous sais parfait observateur de la scène politique béninoise. À votre avis, le bloc républicain va-t-il emboîter le pas à l'Union progressiste? Non, je pense que certes, les deux formations politiques de la mouvance présidentielle, mais l'Union progressiste, c'est pas le bloc républicain. Donc l'UP et le BR ont beau être deux formations politiques de la mouvance présidentielle, ils sont pas exactement les mêmes. Ils sont pas animés d'ailleurs par les mêmes personnes. Est-ce qu'ils ont exactement les mêmes tests? Je ne sais pas. Mais en plus, ils peuvent ne pas avoir les mêmes ambitions au même moment. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que l'Union progressiste connaisse ce renouvellement-là des instances, au niveau des instances dirigeantes depuis longtemps. C'est le moment que l'Union progressiste a choisi pour le faire, à cause de ses calculs. Alors, le bloc républicain réfléchit certainement à sa stratégie aussi. Vous savez que le renouvellement au niveau de l'Union progressiste a eu la particularité
lié à celui qui a pris la tête, le professeur Joseph Djogbenou, qui lui a fait l'actualité d'abord un peu avant donc leur conclave, lui qui contre toute attente démissionne de la tête de la Cour constitutionnelle à un an de la fin de son mandat. 24 heures après, il fait une conférence de presse. C'est quelques heures après. Bon voilà, il y a conclave. Vous voulez donc contextualiser. Alors, lorsque on quitte ça, vous n'avez pas ça du côté du bloc républicain. Mais est-ce que ça veut dire qu'au bloc républicain, il n'y a pas l'ambition aussi de faire un renouvellement? Je ne suis pas dans les secrets des dieux par rapport à ce que les gens veulent faire à ce niveau. Mais toujours est-il que ça peut avoir un effet stimulant, ça peut amener à ce que les instances dirigeantes du bloc républicain se disent pourquoi pas, comme l'honorable Orden Aladatien l'a dit du côté de l'UP, ils viennent de lancer le turbo. Ça signifie ce que ça signifie. Ça veut dire que ça va aller vraiment à une vitesse de croisière. Ça veut dire que, et comme sur le terrain, les deux formations seront des adversaires, tout au moins, parce que le bloc républicain a l'ambition, ses responsables ne s'en cachent pas, de devenir la première force politique du pays. L'UP ne veut pas laisser sa place. Donc, ça va se combattre sur le terrain, certainement avec beaucoup plus d'élégance qu'avec les partis d'opposition. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce niveau, précisément, en termes d'actes à poser? Je ne pense pas que les mêmes causes plus produisent les mêmes effets. Encore faudra-t-il mieux comprendre les causes qui ont produit les effets au niveau de l'Union progressiste. Mais au niveau du BR, je pense qu'on va réfléchir à des stratégies pour qu'eux aussi ils puissent s'en sortir. Et la finalité étant de gagner les élections. On parle à présent énergie. Le Bénin dispose désormais de sa première et grande centrale solaire photovoltaïque. C'est un pas de géant dans la marche du pays vers l'autonomie énergétique. Absolument, c'était déjà une ambition affichée. J'ai l'impression que c'est l'un des chantiers, c'est même pas une impression, c'est une vérité, c'est l'un des chantiers sur lesquels le régime Patrice Talon était très attendu. Parce que le chef de l'État, dès le début et jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais manqué de reconnaître que l'énergie est vitale dans le développement économique, les grandes ambitions, la réalisation des grandes ambitions économiques qu'il a pour ce pays-là. Et regardez les géants projets qui sont mis en route. Si cela ne s'accompagne, nous l'avons décortiqué sur ce même plateau avec vous, on s'est dit, ne serait-ce que la zone industrielle de Glodibé par exemple, tout ce qui va se faire là, et les investisseurs qui sont appelés, l'une des questions que naturellement ces investisseurs vont poser, c'est quelle est la garantie de disponibilité d'énergie électrique que nous avons. Alors, le gouvernement, dans ses réformes institutionnelles et structurelles au niveau des ministères et des structures décentralisées, avait déjà annoncé aussi ses grosses ambitions dans le domaine de l'énergie solaire. D'accord? Et à ce niveau, on attendait vraiment ce qui allait se faire. Déjà que le gouvernement a donné la preuve avec Maria Agreta II, que oui, il tient à cette ambition d'autonomie énergétique. Et le niveau où on était n'était pas déjà mal, mais avec cette première centrale photovoltaïque qui vient d'être réalisée, inaugurée, c'est une action concrète qui, pour moi, qu'on le veuille ou pas, montre que oui, nous allons vers le développement. Vous voyez, notre pays avait un problème, cher ami Lénaïk. Les régimes qui se succédaient balayaient tout ce que les autres faisaient tout simplement parce qu'il n'y avait pas véritablement des actions durables qui étaient posées. Vous voyez, ces centrales qui sont réalisées, quel président de la République viendrait au Bénin et son souhait, son action serait de dire « fermez-moi ça ». Non, parce que l'énergie, ça fait du bien à tout le monde. Et celui qui le réalise pendant qu'il est là, il ne le réalise pas pour lui, il le réalise pour le pays et de façon durable. Et je pense que le ministre de l'Énergie, qui est dans son domaine, et ça, moi, c'est pas de mes habitudes de jeter des fleurs aux dirigeants qui sont dans des fonctions publiques, mais si on peut réaliser, on peut aider à concrétiser les rêves d'un chef d'État en étant à ses côtés de cette façon, je pense qu'il faut le dire. Félicitations également. Et quand on va faire la somme, j'ai pas encore fait
les calculs pour voir, quand on ajoute la capacité de cette centrale photovoltaïque-là à ce que nous avons au niveau de Maria Agleta et à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu quelques difficultés tout récemment, on s'est demandé est-ce que c'est des délestages. Le ministre a dit que quelques installations ont des problèmes. Est-ce que quand on a fini de faire tout ça, quelle est la capacité réelle aujourd'hui du Bénin en termes d'énergie électrique, de fourniture d'énergie électrique propre et comparativement à ce dont nous avons besoin, il va falloir faire également le point sur ce que l'étranger continue de nous apporter, parce que l'ambition, c'est d'en arriver à ne plus importer l'énergie électrique et mieux, ça je l'ai entendu de hauts responsables de ce pays une fois, être autonome et même, pourquoi pas, en vendre. Donc, on peut se permettre de le dire sans être regardé comme un griot. Bravo au gouvernement de nous donner des actions concrètes, réalisées, qui parlent d'elles-mêmes. Et j'ai été frappé par quelque chose. Je n'ai pas vu le chef de l'État lui-même au lancement ou à l'inauguration de cette centrale. Vous voyez, c'est aussi ça des signes qui montrent qu'on a un président qui a envie que les actions parlent pour lui et qu'il soit, comme il a dit au début de son premier mandat, porté en triomphe à la fin de son action à la magistrature suprême. Le charme de cette innovation, de cette centrale photovoltaïque, c'est la ressource utilisée, le soleil. Le Bénin jouit d'un ensoleillement particulier qui n'a jamais été exploité. Et ça, il faut, c'est simplement en plus d'être de l'efficacité, de l'efficience. Parce que forcément, l'énergie solaire, ça coûte moins cher que tout autre type d'énergie que nous utilisions. Et ça veut dire qu'il faut souhaiter que le gouvernement peut-être en arrive à installer, pourquoi pas, d'autres centrales, mais toujours dans ce domaine de l'énergie solaire. Et si le Bénin, notre pays est gratifié de cet ensoleillement-là particulier, pourquoi ne pas l'exploiter? Et je pense que c'est simplement qu'on a choisi d'être intelligent. Si, c'est la même chose que ce qu'on a tout le temps chanté, la sempiternelle question de développement agricole dans notre pays. On a dit nous avons les terres, nous avons des saisons. C'est vrai, il y a les changements climatiques, mais le Bénin n'est pas le pays le plus durement touché par les changements climatiques aux effets néfastes. Mais est-ce que nous profitons suffisamment de ça? Non. Je pense qu'avec l'énergie, l'autonomie énergétique, même l'agriculture va être boostée en dehors de l'industrie parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui évolue dans les méthodes culturelles, il y a de la technologie aujourd'hui et tout ça peut être alimenté par l'énergie solaire. On observe déjà des particuliers qui utilisent les panneaux solaires. C'est vrai, ce n'est pas de grande capacité. Mais avec cette centrale maintenant, je pense qu'on va pouvoir... Il faut que peut-être le gouvernement puisse nous dire dans les jours à venir quelle est l'exploitation judicieuse qui sera faite de l'énergie fournie par cette centrale. Est-ce que c'est juste pour renforcer la consommation domestique de l'énergie? Est-ce que ça va être orienté vers les projets industriels, les projets dans le domaine de l'agriculture? Et pourquoi pas? Ça pourrait peut-être être une option assez intéressante parce qu'il ne suffit pas aussi d'avoir de l'énergie disponible. Il faut savoir vers où on l'oriente pour que les Béninois ne se contentent pas de dire nous avons de l'énergie dans nos maisons et que les projets industriels soient là, que les investisseurs soient bloqués, que l'agriculture ne puisse pas l'agriculture mécanisée, industrialisée ne puisse pas progresser comme cela se doit. Ouvrons à présent notre fenêtre sur le monde, c'est dans la rubrique Interactu. Julien Kiti, au Mali, la junte militaire au pouvoir a ordonné l'expulsion du porte-parole de la mission des Nations Unies. Il lui est reproché des informations inacceptables relatives bien sûr à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens sur le territoire malien. Assimi Goïta et son équipe, son régime ne finira pas de nous surprendre. Je ne veux pas dire est-ce que c'est agréablement ou désagréablement, mais je pense qu'en tant qu'Africain, avec cette fibre panafricaniste qui
qui est en moi, je peux dire sur le coup, c'est beaucoup de courage. Ça ne fait pas le premier. C'est déjà que ce régime a été capable, a été en capacité de demander l'expulsion de l'ambassadeur de France près Bamako dans ce pays. Et ça s'est fait en 72 heures, en 48 heures. Est-ce que cela ne vient pas pourrir davantage les relations entre Bamako et la communauté internationale? Alors, ça, certes, ce n'est pas pour la bonne santé des relations entre Bamako et l'extérieur. Mais quand vous écoutez le ministre malien des Affaires étrangères, qui pour moi est... De la transition. Oui, de la transition. Si vous l'écoutez, le ministre des Affaires étrangères, il est très précis. Il répète quelque chose de fondamental. Il dit oui, nous sommes, pendant que nous faisons des discours pour dire, mais la CEDEAO, nous sommes toujours ouverts à la négociation pour qu'il y ait le DGL avec l'ONU, avec les forces onusiennes de sécurité et tout ça, toutes les instances confondues. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Nous voulons que les décisions, qu'on sache que c'est nous qui gérons notre pays et c'est nous qui traitons avec qui on veut. Et lorsque le Mali est en proie, le Mali, on peut dire, est toujours en guerre contre les groupes terroristes. Et on n'a pas encore fait le bilan de ce que le partenaire russe est en train d'apporter. Certes, on sent qu'il y a des avancées, mais il y a eu encore, il y a quelques jours, des attaques au Mali, où même des soldats de l'ONU sont décédés. Donc, ça veut dire que le porte-parole de la mission des Nations Unies, Olivier Salgado, voilà, que M. Salgado ait eu des commentaires désobligeants ou bien un peu trop libres. Il aurait déclaré sans preuve que les autorités maliennes de la transition étaient au courant de l'arrivée des militaires ivoiriens sur le territoire. Et ça peut énerver le régime de transition. Bamako qualifie ces militaires de mercenaires. Oui, parce que Bamako a pris la peine, dès que la situation est arrivée. Nous avons, en tout cas quand nous faisons les recoupements, que Assimi Goïta a pu parler avec le président ivoirien, il a pu parler avec les Nations Unies, il a pu parler avec les plus grosses composantes de la communauté internationale, avec les partenaires allemands qui, par exemple, ont dit pour la plupart qu'ils ne sont pas informés, ou du moins, ils n'ont pas donné leur caution pour l'arrivée du C-49 militaire ivoirien sur le sol malien. Et de fil en aiguille, le juste milieu qu'on trouve pour justifier, comme Abidjan le fait, la présence de ces soldats, c'est de dire qu'il y a une force de soutien qui n'est pas officiellement dans les équipes, les effectifs des Nations Unies, et qui est au niveau de l'aéroport de Bamako. Et on voit derrière, on annonce derrière une société privée et qui aurait où se trouveraient des mains d'autres chefs d'État qu'on cite. Mais quand c'est comme ça et que le porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali se permet d'affirmer tout de go que les autorités de la transition étaient informées, c'est une manière de dire que ces autorités de la transition sont en train de mentir. Parce que ces autorités n'ont pas caché, n'ont pas tourné autour du pot pour dire qu'il s'agit de mercenaires. Mais pendant que des efforts se font entre Abidjan et Bamako pour que ça puisse se régler et que les pères de famille, quoique militaires ivoiriens, puissent être libérés et que après prochainement les choses aillent normalement, que le porte-parole de cette mission des Nations Unies puisse dire ça en ce moment précis. Moi, j'estime que c'est pas bien calculé. C'est une prise de position qui amène Bamako donc à le considérer comme un élément étant dans le camp d'en face ou le camp de ceux qui ne veulent pas. C'est une manière de soutenir la thèse ivoirienne. C'est une manière de dire que Assimi Goïta et son équipe font mal de retenir ces soldats, alors qu'on sait très bien que le Mali ne compte pas la Côte d'Ivoire parmi ceux qui lui facilite la tâche. C'est clair. La junte au pouvoir craint elle-même un coup d'État. Très bien. Alors qu'elle est arrivée par un coup d'État. Très bien. Oui, mais écoutez, quand vous arrivez par un coup d'État, la première des choses que vous craignez, c'est que vous soyez enlevé par coup d'État. Pour que Assimi Goïta lui-même prenne finalement même le pouvoir, il a dû
Étant déjà dans le premier coup d'État, il a dû faire un autre coup d'État parce qu'il estimait qu'on lui faisait coup d'État. Dans coup d'État, on l'éloignait. On venait de former un gouvernement où il estime qu'il n'a pas été consulté. Et donc, il sait qu'à tout moment, c'est pourquoi d'ailleurs, vous le voyez tout le temps en tenue militaire, armée, lui se sent au front. Et il permet à son ministre des Affaires étrangères de faire les débats d'intellectuels après. Donc pour moi, Bamako n'a pas confiance en Abidjan. Et puis au niveau de la communauté internationale, vu que la guerre psychologique ou l'animosité entre Bamako et Paris, c'est clair, la position de la France au sein de la communauté internationale fait que Bamako craint à tout moment des manipulations, des tours, des composantes de ces unités des Nations Unies qui sont présentes au Mali. Parce que si, par exemple, si c'était vrai, si on faisait passer des militaires comme ça sous le couvert des Nations Unies et qu'on venait déloger Assimi Goïta, tout compte fait, on l'aurait délogé. Et donc, je ne prends pas parti pour le régime de transition, mais j'estime que à l'étape où se trouvaient les choses, parce que le régime Assimi Goïta, le régime de transition, n'a pas fermé la porte aux négociations. Il n'a pas souvent eu des propos provocateurs vis-à-vis de la communauté internationale. Mais je pense que le porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali devrait pouvoir faire un peu plus de retenue, faire le monde plus de retenue, mais ça n'a pas été le cas. Mais est-ce que la décision à prendre, c'était de l'expulser ? Je pense qu'aussi que Bamako aussi est allé un peu trop vite. Vous savez, quand parfois vous êtes célébré dans cette décision courageuse que vous prenez, il peut vous arriver d'en prendre une presque sur un coup de tête parce qu'elle est exacerbée, mais ça peut ne pas... Je soupçonne que ça va se régler très rapidement et que la suite ne sera pas comme l'ambassadeur de France près le Mali qui est parti et le porte-parole de la MINUSMA pourrait revenir à Bamako ou soit être changé parce que ça peut être sa personne qui est expulsée. On peut en nommer un autre que Bamako va accepter. On l'espère très bien aussi. Dernière ligne droite de cette émission, les potins de la toile. On reste toujours avec vous, Juliane Kéti, imposante, belle et majestueuse. La statue du héros Bioguera a été dévoilée et déjà, elle fait les choux gras des internautes sur la toile. Comme si le gouvernement sait si bien faire les choses, après donc la statue de l'Amazone qui a fait aussi le chou gras des internautes, chacun avec son regard là-dessus. Il y en avait, ce qui est intéressant, chacun voulait donc s'approprier dans sa région cette statue-là. Après, c'est la statue du héros Bioguera qu'on nous a enseigné, nous tous, depuis le coup primaire, dont l'histoire a renforcé, à l'instar de celle de Béhanzin, de Kondo, le requin, de Kaba, de bien d'autres héros, qui a renforcé donc en nous cette fierté, ce patriotisme-là, cette force guerrière qui caractérise notre pays, les vaillants soldats de notre pays. Alors, là où ça a été déposé, moi je pense que quand j'ai lu les commentaires là-dessus, j'ai vu très peu de commentaires. J'ai vu peu de commentaires qui ont déploré que ce soit au niveau de l'aéroport. Mais je suis heureux de savoir que beaucoup ont compris que, en fait, l'aéroport de Cotonou, Bernadette Gandhi de Cotonou, c'est la vitrine, c'est l'arrivée de tous ceux qui vont fouler le sol béninois quand ils viennent par là. Qu'ils sachent que nous sommes un peuple debout, c'est comme ça que je le ressens. Après, je trouve que la statue elle-même, elle est très imposante. Après, je ne fais pas le débat des bottes qu'on a portées à Bioguera, du chapeau de cow-boy qu'on a mis sur son dos. Pour moi, c'est des détails. C'est une statue qui est faite aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on veut, c'est à 1000% l'authenticité? Est-ce que c'était quelque chose de culturel qui était fait ou est-ce que ce n'est pas un symbole qu'on voulait présenter
pour que tout au moins, aujourd'hui, tous les enfants qui ne sont pas allés à Parakou n'avaient jamais vu ça, n'avaient vu ça que dans les images. C'est l'autre intérêt. Ils peuvent se promener aujourd'hui dans les alentours de l'aéroport de Cotonou et pouvoir regarder ça. C'est aussi un symbole de l'unité nationale. Et puis ça montre aussi, voilà, qu'on dépose la statue de Bioguera à Cotonou. Et voilà, c'est un symbole de l'unité. Et puis cette unité-là nationale, cette cohésion nationale, je pensais on faisait de moins en moins d'efforts pour la renforcer. Parce que moi, les meilleurs enseignants que j'avais eu au cours primaire, par exemple, quand j'étais dans mon Guiséen natal, j'ai jamais oublié un enseignant qui était venu du fin fond du Nord. C'est lui qui m'a appris, par exemple, la chanson L'hymne à la gloire de Bioguera. Et avec les expressions précises, originelles. Et on pouvait, en n'étant pas de cette terre culturelle-là et linguistique, chanter ça correctement. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Voilà. Vous pouvez nous en fredonner un bout? Bon, ça, il y a très longtemps. On dit... bon, ça, je préfère ne pas le faire. Alors, Patrice Talon est résolument engagé dans une démarche d'immortalisation des figures emblématiques de l'histoire du Bénin, après l'Amazone, Bioguera. Oui, peut-être que, comme Bioguera était déjà à Parakou et qu'il est à Cotonou, peut-être qu'on aura statut de Béhanzin, peut-être à Niki ou ailleurs. Peut-être que on trouvera d'autres villes. Et ce que moi j'aurais souhaité, et ça pour sortir même de cette émission, c'est de dire pourquoi pas, si c'est possible, les grands carrefours, les artères où on a des statues de figures étrangères, comme m'en excuse, je ne suis pas xénophobe. On a vu ça pendant très longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de les remplacer par ces figures historiques de notre pays qui racontent notre histoire? Parce que notre histoire se raconte dans les livres, mais si on peut... D'ailleurs, il y a un projet de réécriture de l'histoire du Bénin. Ça, c'est des projets assez ambitieux. Et je suis heureux de savoir que nous avons un président qui doit avoir aussi un goût prononcé pour l'art. Donc, je souhaite que ça continue, mais à quelle figure emblématique de l'histoire, quel sera à qui le tour, je veux dire, à quelle figure emblématique de l'histoire sera le tour prochainement et dans quelle ville, je ne sais pas. L'essentiel, c'est que ces statues puissent raconter l'histoire du Bénin et que chaque enfant béninois, où qu'il se trouve, où qu'il ira, puisse avoir en lui, dans ses gènes, dans ses tripes, l'histoire du Bénin, qu'il soit fier de dire « je suis béninois », de parler les langues béninoises. Voilà, vous me renvoyez... aller faire mes répétitions pour réapprendre l'hymne à la gloire de Bioguera. Les mélodies me viennent en tête, mais je ne veux pas dire des conneries, par respect pour donc ces héros-là et pour la nation. Voilà. Stop et fin de Club Média 7 de ce jour. J'ai reçu Jules-Léon Kéti, chroniqueur politique. Modeste Tompégan de la Radio Nationale n'a pas pu finalement nous rejoindre. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi à 22h30. À dimanche prochain.